ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Contre toute attente, les travailleurs des plateformes numériques ont remporté une victoire décisive contre les lobbies. L'Union européenne a en effet produit une directive instaurant la présomption de salariat. Lundi 11 mars, après des mois de négociations tendues, les États membres ont trouvé un compromis validant une directive de la Commission qui, toute imparfaite qu'elle soit, pose les bases d'une amélioration du statut des travailleurs ubérisés. Tous les États sont d'accord ? Non. Pas l'Allemagne, ni surtout la France, qui mène depuis des années un travail acharné contre l'idée de présumer salariés ces travailleurs. Mais ces pays devront tout de même transcrire cette directive dans leurs propres droits nationaux. C'est donc une défaite cuisante à la fois pour Emmanuel Macron, qui a agi en véritable lobbyiste d'Uber, et pour les néolibéraux en général, qui voient dans l'ubérisation un véritable cheval de Troie pour casser le statut de salarié. L'esprit de cette législation, c'est de s'opposer à l'idée que les plateformes ne seraient que des intermédiaires entre des clients et des travailleurs considérés comme indépendants. 28 millions de travailleurs sont actuellement concernés dans l'Union européenne. Coursiers livreurs à vélo, chauffeurs VTC, etc. Ils ont le statut d'auto-entrepreneurs, bien que beaucoup ne maîtrisent pas leurs horaires, leurs clients et leurs conditions de travail en général. Même si certains préfèrent le statut d'indépendant, ils font le calcul que, quitte à être subordonnés de fait à ces plateformes, autant obtenir les droits sociaux en contrepartie, retraite, chômage, congé maladie, etc. Donc ces plateformes leur proposaient d'être des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des travailleurs indépendants, et qu'elles allaient leur permettre de les mettre en relation avec des clients. Sauf que, partout en Europe, t'as ces travailleurs-là qui vont voir les juges, et qui disent « mais je comprends pas, moi je suis chauffeur Uber, j'avais signé pour être indépendant, et en fait je suis pas du tout indépendant. Je choisis pas mes tarifs. » Initialement, la Commission proposait de mettre en place une liste de critères communs à toute l'Union européenne. Liste qui permettait de déterminer clairement s'il y a lien de subordination entre les travailleurs et la plateforme. Par exemple, prédétermination de la rémunération, obligation d'accepter une mission, port d'un uniforme, etc. Mais la version adoptée par les États membres lundi a en partie vidé de sa substance cette directive initiale. Les critères ou les faits déclenchant la présomption de salariat ne seront plus posés au plan communautaire, mais au plan national. Une directive est un texte qui fixe non pas des règles contraignantes, mais des objectifs. Les États auront 2 ans pour l'intégrer à leurs droits nationaux, et le texte final leur laisse une grande marge de manœuvre pour définir ces critères de subordination. Néanmoins, c'est un progrès, car pour peu que certains de ces indices soient mis en évidence par l'inspection du travail ou des syndicats, les travailleurs d'une plateforme seront globalement présumés salariés par le droit. En cas de litige, ce sera à l'entreprise de prouver que ce sont bien des indépendants et pas des employés. C'est donc une inversion de la charge de la preuve, car actuellement, ce sont les ubérisés qui doivent passer par des tribunaux pour prouver qu'ils sont individuellement des employés déguisés. Et donc la plateforme doit payer, passer à la caisse et payer ce qu'elle aurait payé si les travailleurs avaient été salariés. La Commission estime qu'en Europe, ces faux indépendants sont 5,5 millions. Il n'y aura donc pas un basculement massif de tous les auto-entrepreneurs de plateforme dans le salariat. Pourtant, la France de Macron reste terrorisée par un scénario catastrophe de requalification automatique en contrat de travail. Il faut dire qu'à un moment, le Parlement européen a défendu une version de la directive assez proche de ce scénario catastrophe, en posant une présomption généralisée. Par défaut, tous les travailleurs de ces plateformes sont des salariés. En décembre 2021, la Commission européenne propose une directive qui dit que les travailleurs des plateformes doivent être présumés salariés. Donc l'inverse de ce que voulaient les plateformes. Ensuite, le Parlement européen se positionne pour une position encore plus ambitieuse. Il améliore la proposition de la directive. Tout le monde s'en félicite, de la gauche à la droite, y compris les macronistes du Parlement européen. L'accord est capoté. Qui fait capoter l'accord? Quelques jours après, juste avant Noël, Emmanuel Macron décide de saboter l'accord. L'eurodéputée Leila Chaibi, négociatrice sur ce dossier pour le groupe de la gauche, explique comment elle s'est appuyée sur les collectifs de travailleurs pour organiser un contre-lobbying contre les Uber, Deliveroo ou Bolt. Donc j'utilise les lignes budgétaires qui sont à ma disposition pour faire venir ces travailleurs où se prennent les décisions au Parlement européen
et puis leur proposer de l'interprétation, des interprètes pour discuter entre eux, et ensuite ces travailleurs-là, force constituée, se confrontent à la Commission européenne quand c'est la Commission qui va décider, le Parlement européen quand c'est au Parlement de décider, et ils sont en quelque sorte un contre-lobby. La directive contient un autre point capital, c'est l'encadrement du management algorithmique utilisé par ces plateformes. Elles ne pourront bientôt plus désactiver le compte d'un chauffeur ou d'un livreur sans voie de recours. Ce sont des premières brèches ouvertes dans le fonctionnement opaque et secret de ces algorithmes de mise en relation. Autrement dit, des jalons juridiques déterminants sont en train d'être posés pour réguler ce Far West économique. C'est hyper important puisqu'on sait que la tendance actuelle va à la transformation du maximum de secteurs économiques en plateforme. C'est le cas de plus en plus par exemple dans la santé. Cette victoire est déterminante, car dans nombre de secteurs, des travailleurs ne se voient plus proposer de CDI ou de CDD, mais imposer le statut d'auto-entrepreneur. C'est le cas de guides conférenciers, d'agents de nettoyage, de caissières de supermarché, même d'aides-soignantes en EHPAD et j'en passe. La surexploitation de faux indépendants par Uber & Co, c'est fini. Le lobbyiste d'Uber, Emmanuel Macron, a perdu. Pas étonnant donc que ce parcours législatif a été si long et chaotique, avec un intense lobbying et une mauvaise volonté des États, en particulier la France, à chaque étape des renvois successifs entre Commission, Parlement et Conseil de l'Union européenne. La France a toujours voulu transposer dans le droit européen ce qu'elle fait chez elle, maintenir coûte que coûte le statut d'indépendant, quitte à l'aménager, plutôt que de requalifier en contrat de travail. La voix de la France n'est désormais plus suffisante pour bloquer la directive. Alors pour cacher son seum, le gouvernement fait semblant qu'il demande juste quelques aménagements et garanties. Notamment sur le risque d'insécurité juridique, sur la multiplication de contentieux potentiels liés à l'absence de toute harmonisation, puisqu'on est revenu vers les différents droits nationaux. Et donc, contrairement à ce que vous affirmez, la France n'a pas voté contre le texte, on a exprimé nos réserves, on a demandé des clarifications à la Commission européenne. Nous avons encore quelques réserves. Cette langue de bois, à chaque étape, la France a fait tout son possible pour bloquer le texte. Et à chaque fois, en s'alignant sur les positions des plateformes, en particulier d'Uber. D'ailleurs, je ne résiste pas à vous lire la réaction du lobby MoveEU, qui comprend Uber. Les similitudes avec les éléments de langage de la ministre sont bien sûr fortuits. Le texte ne permet pas d'aboutir à une approche harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne, ce qui crée encore plus d'incertitudes juridiques. Le risque d'insécurité juridique, l'absence de toute harmonisation. En fait, ils sont en sueur parce qu'ils ont vraiment été pris de court. À chacune des étapes, depuis le début, j'ai vu Emmanuel Macron autant que j'ai vu Uber. Emmanuel Macron, il a vu que dans cette histoire, il y avait une convergence idéologique entre lui et Uber, et qu'il y avait un moyen pour lui de casser tout le salariat par la porte d'entrée du travail ubérisé. Souvenez-vous, les Uber Files avaient révélé la grande proximité entre la direction d'Uber et le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Et l'an dernier, j'avais fait un On sort les dossiers à l'occasion de la commission d'enquête parlementaire sur ce scandale. Mais Macron continue de défendre le patronat de l'économie ubérisée comme si c'était sa propre famille, en lui offrant des employés déguisés en auto-entrepreneurs. Alors quelles leçons en tirer ? D'abord, que lorsqu'une lutte sociale se met en mouvement et trouve des articulations efficaces avec l'échelon politique et les partis, elle peut infléchir le cours des choses. Ensuite, que c'est pas fini. Cette directive pose des jalons juridiques protecteurs, mais maintenant, les luttes sociales et politiques vont devoir être menées au plan national, contre des États moins-disants par rapport aux avancées de la Commission. Les avancées de la Commission européenne, ça fait quand même bizarre cette expression, mais bon. Justement, on peut enfin noter qu'on a dans cet exemple une sorte d'inversion par rapport au récit souverainiste classique, qui veut que les États protègent face aux attaques de la Commission. Parce qu'ici, on a un Parlement européen qui propose une réelle avancée, une Commission qui pond une directive moins ambitieuse, mais des États qui font tout leur possible pour tout détricoter. Bon, en tout cas, nous, ça nous fait quand même bien plaisir. Bien joué les gens. Et à la semaine prochaine.